question numéro 1. La situation qui représente le plus de risques est la situation numéro 1, réponse A. La situation numéro 2, réponse B. Ici, on est sur un axe rapide. Et sur la droite, vous avez une bande d'arrêt d'urgence. La distance de sécurité est au minimum de 2 bandes d'arrêt d'urgence à 130 km/h. Donc là, on nous demande la situation qui présente le plus de risques. Et bien, ça va être forcément là où on se trouve le plus proche de la voiture de devant. Donc ici, on a un intervalle qui est assez important. On voit bien 2 bandes. Et là, on a une bande et pas tout à fait le début d'une deuxième. Donc, on est beaucoup plus proche que sur la situation numéro 1. Donc, la situation qui présente le plus de risques, eh bien, c'est la situation numéro 2. Donc, réponse B. Question 2. Je suis au volant en conduite accompagnée. Donc, là, AC. Mon accompagnateur peut subir un test d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh ben, il faut savoir que lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, mon accompagnateur, lui aussi, peut subir un test d'alcoolémie. En fait, il est soumis aux mêmes règles concernant la possession de ses moyens que s'il se trouvait au volant. Donc, la responsabilité de l'accompagneur s'applique en cas de non-respect du code de la route. Donc, par exemple, si le jeune conducteur ne respecte pas ses limitations de vitesse, eh ben, c'est la faute de l'accompagnateur aussi parce que il doit surveiller ça. Il est responsable aussi en cas d'accident responsable. C'est l'assurance de l'accompagnateur d'ailleurs qui prendra en charge les dommages. Et c'est lui aussi qui se verra appliquer un malus. Et puis il est responsable aussi en cas de contrôle routier. Et l'accompagnateur doit toujours avoir sur lui les différents papiers qui pourraient lui être demandés au moment du contrôle routier. Donc le permis de conduire, l'attestation d'assurance, la carte grise. Et il ne doit pas non plus avoir ni bu, ni être sous l'emprise de stupéfiants, par exemple. Donc là, c'était réponse A. Question 3. La vitesse est limitée à 50 km/h. Avant ces panneaux, oui, réponse A. Non, réponse B. Après ces panneaux, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, pour répondre à la question, il y a 2 panneaux qui sont importants. C'est celui-ci et celui-là. Le premier nous dit que nous sortons d'agglomération, ce qui veut dire que avant le panneau, nous étions limités à 50 km/h. Comme on sort d'agglomération, normalement, on devrait pouvoir accélérer de nouveau. Mais on a le deuxième panneau là qui nous dit que nous sommes limités à 50 km/h. Je vais un petit peu en dehors de la question. Les 50 km/h seront jusqu'à la prochaine intersection. Ou alors jusqu'au panneau fin de 50. Donc là, la vitesse est limitée à 50 km/h avant ces panneaux. Oui, réponse A. Après ces panneaux, oui aussi, c'est encore limité à 50 parce qu'ils vous remettent un panneau. Donc A et C. Question 4. Le camion qui s'engage est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avait une bonne visibilité avant de s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc si on revient en arrière, vous allez voir que à un moment, nous, on sera caché derrière ce panneau publicité que vous voyez dans votre rétroviseur, d'accord? Là, vous allez le voir un peu plus en arrière. Et puis après, le véhicule, là, il est en biais, donc il n'a pas de visibilité. On va analyser tout ça. Je reviens en arrière et on regarde de nouveau. Vous voyez là, on est derrière le panneau, donc on n'était pas vu. Et puis ensuite, ici, le véhicule, il est en biais. Et est-ce qu'il peut nous voir quand il est en biais? Il n'a pas de vitre à l'arrière ici, hein, puisque c'est le container qui est derrière. Donc, il ne peut pas nous voir arriver ici. Donc, à un moment, quand on était au stop, eh bien, le panneau de publicité cachait la visibilité. Et là, il ne nous voit pas non plus. Donc, il s'est engagé sans visibilité, parce qu'il n'avait pas de visibilité. Alors, le camion qui s'engage, est-il prioritaire? Ça, c'est la première question. Alors, vous avez vu, d'ailleurs, il a un stop. Hein, on voit le panneau stop. Et de toute manière, il aurait fallu, pour qu'il soit prioritaire, que nous, on ait soit un stop, soit un céder le passage pour laisser passer la gauche. C'est la seule solution. S'il n'y a pas de signalisation, nous sommes prioritaires. Donc, nous n'avons pas de marquage au sol ni de panneau. Lui, on voit bien une bande de stop, donc il n'est pas prioritaire. Donc là, c'était réponse B. Et est-ce qu'il avait une bonne visibilité? Comme on a vu tout à l'heure, hein, non, il n'a pas la bonne visibilité pour pouvoir s'engager. Donc c'était réponse D. Donc là, c'était B et D. Question 5. En cas de freinage brutal, ces objets posés sur la plage arrière peuvent devenir des projectiles dangereux. Réponse A. Sont inoffensifs. Réponse B. Sont toujours arrêtés par les appuis-têtes. Réponse C. Ah oui, même en cas de freinage brutal, hein, pas uniquement en cas d'accident, dès que vous allez freiner, donc tous les objets qui sont sur la plage arrière auront tendance à être projetés vers l'avant. Et c'est pas forcément les appuis-têtes qui vont arrêter, ça peut passer entre les appuis-têtes ou entre les deux sièges. Donc attention, ça peut devenir très lourd même. Pour vous donner un exemple, un objet qui pèse 1 kg, il peut atteindre déjà 10 kg à 50 km/h et jusqu'à 40 kg à 100 km/h. Donc ne laissez jamais des choses qui peuvent être projetées dans votre voiture. Mettez-les dans le coffre. Donc réponse A. Question 6. Pour aller à Toulouse, une nouvelle voie va être créée à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va regarder sur ce panneau-là, et là, on constate qu'on a deux voies. Il y en a une ici, et il y en a une là. Ça veut dire que si je prends la voie de droite, je vais automatiquement aller en direction de Toulouse, ici. Si je m'écarte et que je prends cette voie-là, j'irai en direction de Lyon et Clermont-Ferrand. Il ne faut pas confondre donc avec ce panneau-là, qui est là. Vous avez vu, là, j'ai une voie. Et dans cette voie-là, j'ai le choix. Soit je vais à droite, soit je vais tout droit. J'ai le choix. Ici, j'ai pas le choix. Si je reste dans la voie droite, ça part automatiquement à Toulouse. Donc, ne pas confondre là où vous avez deux voies au départ et là où vous en avez une et ça se sépare en deux. Donc là, vous avez forcément une voie qui va être créée pour aller à Toulouse. Elle est spécifique pour aller à Toulouse. Elle est créée pour ça. Donc, c'était réponse A. Question 7. Généralement, le régulateur de vitesse se désactive. En accélérant, oui, réponse A, non, réponse B. En freinant, oui, réponse C, non, réponse D. Le régulateur, donc ça permet de maintenir une allure que vous avez choisie, en choisissant l'allure que vous voulez, et après vous ne touchez plus aux pédales,
et la voiture va se maintenir à la vitesse que vous avez demandée. Lorsqu'on a besoin de le désactiver rapidement, parce que par exemple quelque chose se passe devant, eh bien, il suffit de freiner. Donc là, c'était réponse B et C. Question 8. Les ampoules LED ont une durée de vie plus longue que les autres types d'ampoules. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Et oui, c'est vrai, c'est l'avantage des ampoules LED, c'est qu'elles ont une durée de vie plus longue que les autres types d'ampoules. Donc réponse A. Question 9. Le véhicule gris crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc il fait nuit, l'éclairage n'est pas très efficace, mais on s'aperçoit sur la droite qu'il y a une voiture, donc qui est grise, donc on en parle de celle-ci, une voiture qui a ses feux stop, donc les 3 feux stop rouges d'allumés, et puis il y a les feux blancs. Alors les feux blancs à l'arrière d'un véhicule, ce sont les feux de recul, ce qui veut dire que soit il est en train de reculer, soit il va reculer. Il a enclenché la marche arrière au niveau de son levier de vitesse, mais il va reculer d'un instant à l'autre. Donc là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il attend qu'on passe pour pouvoir reculer ou est-ce qu'il va reculer là, dans le centième de seconde qui vient? On n'en sait rien, donc c'est une véritable zone d'incertitude. Parce que l'incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer avec certitude, c'est-à-dire avec on n'est pas sûr à 100% en fait. Donc là, c'est une zone d'incertitude, oui, réponse A. Est-ce que je fais un appel lumineux? Dans le doute, là, il vaut mieux prévenir de notre arrivée. La nuit, en plus, c'est super efficace. N'hésitez pas à faire un appel lumineux. Alors, comment ça fonctionne l'appel lumineux? Si vous êtes en feu de croisement, ce qui sera certainement le cas parce qu'il y a les lampadaires, donc si vous êtes en feu de croisement, vous allez tirer brièvement sur votre commande pour enclencher les feux de route. Et dès que vous allez relâcher, hop, les feux de route vont s'éteindre. D'accord? La petite commande qui est à gauche de votre volant. Donc vous tirez dessus quelques fois, vous tirez dessus, vous lâchez, vous tirez dessus, vous lâchez, vous tirez dessus, vous lâchez. Très brièvement, très rapidement. Et ça fera des appels de feux de route. Donc là, c'est l'idéal de les faire, en effet. Donc, ça crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Question 10. Le stationnement sur ces 2 emplacements sont gratuits. Réponse A. Payant. Réponse B. À durée limitée. Réponse C. Alors, vous avez vu, le marquage au sol est de couleur bleue. Quand c'est de couleur bleue, c'est qu'on est dans un stationnement où c'est gratuit, mais que c'est aussi quand même à durée limitée. C'est-à-dire que vous devez mettre un disque de stationnement, vous y mettrez votre heure d'arrivée et vous aurez de l'autre côté votre heure de départ. En règle générale, c'est limité à 1h30 dans les agglomérations, c'est souvent ça. Donc là, est-ce que c'est gratuit? Oui, réponse A. Est-ce que c'est à durée limitée? Oui, réponse C. A et C. Question 11. Je reste où je suis? Réponse A. Ou je m'écarte? Réponse B. Alors, on peut voir que nous sommes aussi en agglomération,
Il y a un piéton qui est en effet sur un semblant de trottoir là, mais je dois, trottoir ou pas trottoir, hein, je dois toujours respecter un intervalle minimum de 1 mètre. Donc là, il est bien au bord, et puis s'il fait un écart, là, on risque de la percuter complètement. Donc il est préférable, surtout que personne ne me dépasse, il n'y a personne en face, il est préférable que je m'écarte, que je fasse un peu plus d'1 mètre quand j'en ai la possibilité. Donc je m'écarte, réponse B. Question 12. À la fin de la première année d'obtention de son permis, sans infraction, un conducteur ayant suivi la formation AAC dispose d'un capital de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Alors ici, on nous dit que c'est une conduite accompagnée, hein, donc AAC, et que au bout d'1 an, il n'y a pas eu d'infraction du tout, hein, donc c'était sans infraction. Ça, c'est important à voir. Donc si c'est sans infraction, il va pouvoir à la fin de l'année récupérer 3 points. Donc ça va être 3 points tous les ans parce qu'une conduite accompagnée, ça se fait en 2 ans. Donc il va d'abord passer de 6 points à 9 points au bout d'1 an. Et s'il n'a de nouveau pas d'infraction, il passera de 9 points à 12 points à la 2e année. Donc c'était réponse C. Question 13. Pour aller à droite, j'allume le clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour aller à droite, est-ce que j'allume le clignotant droit? Donc là, on a en effet une confirmation comme quoi il est interdit de tourner à gauche, donc je vais bien à droite. Je dois toujours mettre mon clignotant droit pour avertir ceux qui sont derrière moi, qui sachent que je vais bien à droite quand même, parce que peut-être que je cache ce panneau-là, peut-être que ceux de derrière n'ont pas la visibilité sur l'interdiction de tourner à gauche. C'est aussi important pour prévenir les véhicules qui sont sur la route ou qui voudraient s'engager aussi sur la route. Donc dans tous les cas, à partir du moment où je change de direction ou que je m'écarte aussi de mon axe principal, je dois toujours prévenir avec un clignotant. Donc c'était réponse A. Je porte plus d'attention au piéton A, réponse A, au piéton B, réponse B. L'ouvrier là me regarde, donc il me voit arriver. Ce qui ne veut pas dire qu'il risque de faire un mauvais mouvement, mais il y a quand même moins de risques. Par contre, là, l'ouvrier B, il ne m'a pas vu non plus. Il est préoccupé, il sort un panneau là du camion, donc il risque probablement de faire un pas en arrière et de se retrouver vraiment sur ma trajectoire. Donc je porte plus d'attention sur le piéton B. Réponse B. Question 15. Il y a un fort vent latéral venant de gauche. Je vais subir un appel d'air. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens fermement le volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on note qu'il y a un fort vent latéral qui vient de gauche, c'est-à-dire qui vient de là, d'accord? Comme ça. Donc quand je vais arriver là, moi avant le poids lourd, j'ai le vent qui me pousse. J'ai le vent qui me pousse par là. Quand je vais arriver au niveau du poids lourd, d'un seul coup,
je n'aurai plus de vent. Donc avant, je luttais contre le vent. Donc je tournais mon volant légèrement vers la gauche, mais très léger, pour faire opposition au vent. Je vais arriver à hauteur du poids lourd, et là d'un seul coup, c'est comme un mur, j'ai plus de vent. Donc ma voiture aura tendance, à dévier un petit peu vers le poids lourd. Ça s'appelle un appel d'air. Et quand je vais ressortir à ce niveau-là, à la sortie du poids lourd, je vais reprendre le vent. Donc ma voiture risque de refaire un écart vers la droite. D'accord? Donc, il y a un fort vent latéral. Est-ce que je vais subir un appel d'air? Oui, réponse A. Est-ce que je tiens fermement le volant? Dans ce genre de situation-là, oui, il faut tenir fermement le volant justement pour éviter les écarts de trajectoire. Donc, c'était réponse A et C. Question 16. En cas d'aquaplaning, je freine, réponse A. Je lâche l'accélérateur, réponse B. Je maintiens la trajectoire, réponse C. Alors qu'est-ce que c'est d'abord l'aquaplaning? C'est lorsque le pneu ne peut plus évacuer suffisamment l'eau, c'est-à-dire qu'on a une vitesse qui est trop importante par rapport à la quantité d'eau qu'il y a au sol. Vous savez, c'est les petits rainurages qui évacuent l'eau dans les petits sillons qu'il y a dans votre pneu. Mais si vous allez trop vite, ça ne sera plus évacué. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, le pneu va monter sur la surface d'eau. C'est comme si le pneu allait faire du surf sur l'eau finalement. Donc c'est extrêmement dangereux parce que vous risquez de perdre l'adhérence à tout moment. Alors il faut dans ces cas-là surtout pas freiner et surtout pas tourner le volant. Parce que c'est justement la situation inverse qu'il faut faire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je lâche uniquement l'accélérateur et je maintiens ma trajectoire. Et donc la voiture, qu'est-ce qui se passe? Va reprendre progressivement de l'adhérence. Donc là, c'était réponse B et C. Question 17. Ce panneau m'indique une obligation de rouler à au moins 70 km/h. Réponse A. Une interdiction de rouler à plus de 70 km/h. Réponse B. Une vitesse conseillée de 70 km/h. Réponse C. Donc là, c'est un panneau qui est carré avec une bordure blanche et un fond bleu. Quand c'est un panneau carré à fond bleu comme ça, c'est un panneau d'indication. Donc, c'est tout simplement une indication et pas une obligation comme on peut voir ici. D'accord? Je vous ai mis le panneau d'obligation. Vous voyez, c'est bien différent. Donc, le panneau, c'est une interdiction de dépasser les 70 km/h. Par contre, là, c'est juste une indication. Donc, on nous conseille de rouler à 70 km/h. Par exemple, on va vous retrouver ça dans les ondes vertes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde verte? C'est, vous avez un gros axe avec plein de feux verts. Sur cette route-là, vous êtes par exemple limité à 70 km/h. Eh bien, si vous respectez vos 70 km/h, eh bien, vous aurez si vous avez le premier feu qui est vert, le suivant sera au vert, et encore le suivant au vert. Si vous roulez plus vite que les 70 km/h, eh bien, vous n'aurez plus le feu qui sera vert pour les suivants parce que vous allez arriver trop vite dessus. D'accord? Donc là, c'était réponse C. Question 18. Mon temps de réaction peut varier en fonction de la météo, réponse A, de la vitesse de mon véhicule, réponse B, de mon état de fatigue, réponse C, de mon degré d'alcoolémie, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? C'est entre le moment où le conducteur a vu et le moment où il va agir. Donc là, il met du temps pour agir. La durée moyenne, elle est à peu près évaluée à
1 seconde. Mais ça peut atteindre des fois 2 secondes ou plus, en fonction de votre vigilance, de l'état du conducteur, l'état physique du conducteur aussi, comme la fatigue, la distraction, parce que vous avez par exemple des passagers ou vous êtes à fond dans votre musique, de la radio, mais ça peut être aussi la prise d'alcool, de drogue, de médicaments aussi. Donc là, ça ne va pas évoluer en fonction de la météo, ça n'a rien à voir, vous allez juste voir peut-être les choses plus tard. La vitesse du véhicule, c'est pareil, ça ne changera rien. Donc c'est réponse C et D. Question 19. Dans certains cas, mon permis de conduire peut être limité à la conduite de jour uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la conduite d'une voiture automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Certaines pathologies peuvent avoir des circonstances sur la conduite. Donc une visite médicale dans ce cas-là, chez un médecin agréé par la préfecture, est obligatoire. Par exemple, pour certains problèmes de vue, il peut autoriser la conduite uniquement de jour. Si je suis atteint d'un handicap, le plus souvent physique, il peut imposer de conduire une boîte à vitesse automatique, pour simplifier. Donc là, c'était réponse A et C. Question 20. Cette photographie représente un frein à disque, réponse A, un frein à tambour, réponse B. Alors, ici, en fait, c'est un frein à disque. Alors, comment savoir ? C'est comme si, en fait, c'était une roue de vélo, vous savez ? On compare ça à une roue de vélo. Et sur le vélo, quand vous freinez, vous avez donc la roue, vous avez 2 patins là, ici, qui freinent. Ça se resserre, voilà, hop, et puis ça va serrer votre roue, d'accord ? Sauf que là, c'est quand même un peu plus important pour une voiture. Les patins, ça suffit pas. Il faut 2 gros disques comme ça. Il y en a un ici. Et puis il y en a un de l'autre côté de ce disque-là, qu'on voit pas, mais vous avez un système de freinage comme ça. Donc ça, c'est le frein à disque, d'accord ? Ça ressemble à un disque. Ensuite, vous avez le freinage à tambour. Alors à pas confondre avec celui-ci. Donc en fait, cette partie-là que vous voyez ici, là, ça, les 2 mâchoires qui sont là, donc vous avez un frein ici et un freinage ici. Bon ça en fait c'était mis à l'intérieur, donc en fait vous avez votre freinage qui est là, vos freins qui sont ici, ok ? Et quand vous allez serrer, ça va pousser les freins, là ça va les écarter, donc ça va les pousser contre cette paroi qui est ici, et donc ça va serrer parce que ça tourne en même temps que la roue, donc quand vous allez serrer ça, ça va ralentir, ça va freiner votre roue, ok ? Le freinage est quand même moins efficace avec ce système de frein à tambour. On peut s'imaginer que ça c'est comme un tambour, donc ça c'est moins efficace que les freins à disque. Donc là, ici, sur cette photographie, c'est bien un frein à disque. Réponse A. Question 21. Sur route sèche et à 50 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 5 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 38 mètres, réponse C. Alors, comment on fait pour calculer facilement ? Soit vous apprenez les chiffres par cœur, mais le mieux c'est quand même de savoir les retrouver facilement. Vous circulez là à 50 km/h. Dans ce cas-là, vous allez toujours prendre le chiffre des dizaines, c'est-à-dire celui-ci, et vous allez le multiplier par lui-même. Donc 5 fois, donc on multiplie par lui-même, donc je remets le même chiffre. Donc 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Allez, je vous sors un autre exemple. On roule à 90 km/h. Pour la distance d'arrêt, attention, pas la distance de freinage, c'est différent. Là, je vous parle de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, vous le multipliez par lui-même. Donc, je reprends mon chiffre, 9,
et je le multiplie par lui-même, donc je le remultiplie par 9. Et donc 9 fois 9, ça fait 81 mètres. Donc sur route sèche à 50 km/h, on reprend mon calcul, 5 fois 5, je mets à peu près 25 mètres pour m'arrêter. Donc là, c'était réponse B. Question 22. Mon véhicule est situé sur une voie d'accélération, réponse A, sur une voie de décélération, réponse B. Alors ici, on voit qu'on est sur des routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. On nous indique qu'il y a un cédé le passage. On voit qu'il y a de la circulation dans le rétroviseur à l'arrière. Et puis on voit la confirmation du cédé le passage ici avec la route qui se rétrécit ici. Donc on est là sur une voie où ça circule très fort et très vite. Donc on n'aura jamais ni un stop ni un cédé le passage ici où on devra s'arrêter et puis s'insérer au dernier moment. Non, il va falloir lancer notre véhicule et une fois qu'on aura à peu près la même allure que les autres, là on pourra s'insérer sans gêner et sans faire ralentir la circulation pour éviter tout risque d'accident. Donc là, ça sera une voie d'accélération pour pouvoir aller à la même allure que les autres pour ensuite m'insérer. Donc réponse A. Question 23. J'attends le feu vert pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo? Vous avez un feu qui est rouge, donc normalement je dois m'arrêter, mais ils ont rajouté, ici, là, vous voyez, une flèche clignotante. Donc quand vous avez une flèche qui est supplémentaire, comme ça, une flèche clignotante supplémentaire au feu, donc qui a été ajoutée au feu, eh bien, dans ce cas-là, vous avez le droit de passer à condition de suivre cette direction indiquée. Donc là, si je veux tourner à droite, je peux dans ce cas-là, puisque la flèche est clignotante pour aller à droite, je peux dans ce cas-là passer. Par contre, attention, cette flèche-là, et ça retenez bien, elle ne nous donne pas la priorité par rapport aux autres véhicules. Donc s'il y en a un qui arrive de là, par exemple, et qui arrive sur cette route-là, moi, quand j'arrive là, je devrais le laisser passer, parce que je ne serai pas prioritaire. S'il y a un piéton aussi, qui veut traverser, je dois le laisser passer. Je ne serai pas prioritaire. Donc là, est-ce que j'attends le feu vert pour tourner à droite? Non. Réponse B. Question 24. Ce véhicule est correctement stationné? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce véhicule est correctement arrêté? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors tout d'abord, vous voyez, c'est un trottoir qui est haut. Quand il y a un trottoir qui est haut, déjà, on n'a pas le droit de stationner dessus. S'il y avait eu un aménagement pour stationner à cheval, il aurait fallu avoir un panneau, ce qui n'est pas le cas, et il n'aurait pas fait un trottoir qui est haut comme ça. En plus de ça, c'est interdit de stationner ou de s'arrêter à proximité vraiment immédiate d'une intersection, de manière à pas gêner l'intersection. Parce que lui, moi, si je me mets ici, imaginez, le feu passe orange et ensuite rouge, donc je m'arrête, puisque mon feu est orange, ici. Le problème, c'est que comme il y a le véhicule qui est en stationnement, je vais me retrouver un peu à cheval. Et s'il y a un poids lourd qui vient de là, par exemple, vous savez, et qui a besoin de tourner comme ça pour aller dans la rue, il peut pas tourner. Il bloque la circulation. Idem s'il vient de ce côté-là, il va couper la route un petit peu, et je vais bloquer la circulation. Donc on ne doit pas s'arrêter à proximité immédiate d'une intersection. Donc là, c'était réponse B et D. Question 25. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive. Réponse A.
de franchissement de la ligne continue. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C. Alors, dès 0,2 g par litre de sang, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il va perdre 6 points automatiquement. Donc il en a plus. S'il fait un délit de fuite, il risque aussi un retrait de 6 points. Donc son permis est aussi invalidé dans ce cas-là. Et le franchissement d'une ligne continue, ça c'est sanctionné de 3 points sur le permis de conduire. Donc là, il lui en reste la moitié, parce qu'il partait à 6. Si on en enlève 3, il en reste encore 3. Et dans ce cas-là, il doit alors effectuer un stage de sensibilisation qui va durer 2 jours. Donc c'est réponse A et C. Question 26. La motorisation hybride d'une automobile combine une source d'énergie thermique avec une source d'énergie électrique. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ce système permet de diminuer de 10 à 30% la consommation des véhicules. Vrai, réponse C. Non, réponse D. Alors ça, je vous les ai fait travailler dans les questions à voir avant cette série-là. Pour ceux qui sont inscrits aux astuces gratuites là, pour bien progresser, pour pas mettre trop d'heures dans votre formation, puis pour rester motivé. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous, ou alors en commentaire. Je vous ai mis un petit commentaire en tête de liste. Vous cliquez dessus, vous laissez votre adresse mail et donc après vous avez accès à des astuces pour pouvoir bien progresser. D'accord ? Je vous avais donc dit de travailler tout ce qui était énergie thermique, électrique, donc avec toutes les petites questions qui vont avec. Donc on va voir si vous avez bien travaillé ça. Alors, une voiture hybride, elle utilise 2 types de motorisation. Donc elle utilise la motorisation thermique et la motorisation électrique. Donc là, c'était bien réponse A. Ensuite, est-ce que ce système permet de diminuer de 10 à 30% la consommation des véhicules? C'est vrai, parce que son objectif principal, donc du véhicule hybride, c'est d'utiliser de façon optimale, c'est-à-dire la meilleure de toutes les façons, la source d'énergie. Donc ça permet de limiter les émissions de CO2, donc la pollution, et de réduire forcément votre consommation de carburant. Donc ça va vous limiter les frais aussi au moment où vous allez acheter votre carburant aussi. Donc c'est réponse A et C. Question 27. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité sur la clavicule, réponse A, sur le cou, réponse B. Alors là, ça c'est clair et net, la ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Mais c'est important de bien la mettre. Pourquoi? Parce que sinon, on pourrait abîmer des organes si on la met mal. Donc, elle doit être absolument plaquée contre le bassin, bien à ras du bassin. Et ensuite, être au niveau de la clavicule et pas au niveau du cou, surtout pas. Donc là, c'était réponse A. Question 28. Le stop and start permet de moins consommer. Oui, réponse A. Non, réponse B. De moins polluer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le stop and start? Ça arrête le moteur en fait, ça le met en veille
dès qu'on arrête la voiture et qu'on le met au point mort pour une boîte manuelle. Et ça redémarre en fait dès qu'on enclenche la vitesse ou dès qu'on va lâcher le frein sur une boîte automatique. Donc une voiture à l'arrêt qui a le moteur qui tourne, ça consomme toujours pendant ce temps-là. C'est pour ça qu'on a inventé le stop and start. Parce que comme ça, pendant que la voiture est à l'arrêt, elle arrête de consommer. Il y avait une croyance qui disait que quand on démarre une voiture, on va consommer 1 litre de carburant. C'est pas vrai du tout. On va pas consommer plus, surtout maintenant avec les nouvelles voitures. Le fait de redémarrer une voiture ne fait pas une consommation plus importante. Donc ça vaut le coup, dès que la voiture est arrêtée, d'éteindre le moteur. Donc on va consommer moins et on va polluer moins. Donc c'était réponse A et C. Question 29. Un conducteur novice est en infraction si son taux d'alcool atteint 0,10 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. 0,20 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on nous parle d'un conducteur novice, donc jeune conducteur. À quel moment il est en infraction? Eh bien, c'est quand il a un taux qui atteint 0,2 g par litre de sang, et pas 0,10. Donc pour 0,10, c'était non, et pour 0,8, c'était oui. Donc réponse B et C. Question 30. Toutes les boîtes de vitesse ont la même grille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines voitures ont 6 vitesses. Là, il y a 5 vitesses. Donc quand il y a 6 vitesses, la 6e, elle se trouve ici. Ensuite, des fois, la marche arrière, elle est là. Mais des fois, elle va être sur le côté ici. Ou d'autres fois, elle va être de ce côté-là, en bas ou en haut. Ça dépend des boîtes de vitesse. Donc elles sont pas toutes pareilles. Donc c'était réponse B. Question 31. Je m'engage, réponse A. Ou j'attends, réponse B. Un piéton, c'est vulnérable, c'est fragile. Donc dans tous les cas, il faut que je pense à passer avec toutes les sécurités possibles. Là, j'ai pas de possibilité de m'écarter. C'est compliqué, la route est étroite, j'ai pas de possibilité. Elles sont à moitié sur la chaussée, il y en a 2 déjà qui sont sur la chaussée, 2 qui sont arrêtées, qui ont l'air de regarder en l'air, être un petit peu, elle, un peu en arrière. Bref, je ne sais même pas si elle risque de faire un pas en arrière, parce qu'elle est en train de perdre l'équilibre ou pas, je n'en sais rien. Donc dans le doute, là, il vaut mieux attendre qu'elle dégage, qu'elle aille sur le trottoir pour que moi je puisse m'engager. Donc réponse B. Question 32. Je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Donc pour les feux de position uniquement, on a le droit de les mettre en aglo éclairé. Là, c'est pas le cas, c'est pas une aglo éclairée. Ensuite, les feux de route, je peux les mettre s'il n'y a personne en face et pas d'éclairage. Donc là, en effet, il n'y a pas d'éclairage. Par contre, il y a du monde en face. Donc je ne peux pas utiliser mes feux de route dans cette situation-là. Donc je ne peux mettre que les feux de croisement. Réponse B. Question 33. Après avoir bu de l'alcool, une boisson énergisante réduit l'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit les effets de l'alcool. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les boissons énergisantes, là, ça ne détruit pas la molécule d'alcool qui est présente dans votre sang. Donc, ça ne va pas réduire l'alcoolémie et ça ne va pas réduire non plus les effets de l'alcool. Le danger sera toujours le même. Donc, c'était réponse B et D. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Un limiteur de vitesse permet au conducteur de régler la vitesse limite qu'il ne veut pas dépasser. Donc s'il tente d'aller au-delà de la vitesse programmée, la pédale d'accélérateur devient inactive, d'accord ? Mais un fort appui sur la pédale d'accélérateur permet de dépasser momentanément cette vitesse en cas de besoin. Contrairement au régulateur, le limiteur, lui, peut être utilisé partout, dans toutes les situations, sur n'importe quel type de réseau, qu'il y ait du trafic ou pas de trafic, que ce soit en agglomération ou sur autoroute. Parce que c'est comme si vous conduisiez la voiture normalement, comme d'habitude, mais elle n'est mécaniquement pas capable de dépasser la vitesse que vous lui avez fixée. D'accord ? Donc vous pouvez moduler votre allure en fonction de chaque situation de vent. Vous êtes toujours très réactif sur le frein et l'accélérateur, comme si vous n'aviez pas mis de limiteur. Voilà. Donc là, c'est réponse B. On n'a aucune obligation de désactiver le limiteur puisque ça s'adapte partout. Réponse B. Question 35. Lorsque j'installe un enfant, je vérifie l'ajustement du harnais de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ajustement de la ceinture de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc lorsqu'on installe un enfant, toujours à l'arrière, si possible en priorité d'ailleurs, à l'arrière donc de votre véhicule, il y a toujours les deux choses à vérifier, c'est-à-dire l'ajustement du harnais de sécurité, donc là c'était oui réponse A, et l'ajustement aussi de la ceinture de sécurité, donc c'était réponse C aussi, A et C. Question 36. L'ABS est un dispositif de sécurité passive, réponse A, active, réponse B. Donc l'ABS, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui empêche de bloquer les roues, ou une ou plusieurs roues. Donc comme ça permet de conserver une capacité optimale de votre freinage, d'avoir un meilleur freinage, et donc de maîtriser mieux votre véhicule. Ce qui fait que c'est une sécurité active. Alors pourquoi active ? C'est tout ce qui va pouvoir intervenir avant l'accident. Donc là, c'était réponse B. Question 37. Je reste où je suis ? Réponse A. Où je m'écarte, réponse B. Que ce soit sur une diapo ou en voiture quand vous conduirez, il faut toujours balayer votre regard de la droite vers la gauche. Pourquoi la droite ? Parce que c'est quand même le danger le plus imminent. Qu'est-ce qu'on observe sur la droite ? On voit des piétons sur le trottoir, mais là il y a une personne qui manifestement a l'intention de traverser.
Elle ne regarde pas vers moi, et puis même si elle regardait vers moi, elle est quand même en mouvement. On voit bien que apparemment elle a l'air d'avoir de l'allure parce que les jambes sont bien écartées. Elle est à l'avance d'un pas décidé, donc c'est très dangereux. Du coup, est-ce que je reste où je suis, c'est-à-dire est-ce que je reste dans mon axe, ou par sécurité est-ce que je vais m'écarter? Je vais surtout m'écarter. Je vais pas attendre de voir si elle m'a vu, parce que ça sera trop tard. Après, il faut prendre en compte la distance de freinage. Et donc, je vais tout de suite arriver dessus. Donc, je m'écarte. Réponse B. Question 38. Quel est le meilleur comportement? Je reste dans cette voie. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. Alors nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Et là, ici, on voit une voie d'insertion. Donc la voiture est en train d'accélérer pour pouvoir s'insérer entre les voitures un peu plus loin. Si moi, je reste dans cette voie, je risque de me retrouver dans son angle mort. Je suis pas loin d'être dans son angle mort. Et à peu près dans cette zone-là, je serai dans son angle mort. Comme dans mon rétroviseur, il y a personne dans la voie de gauche, je peux, moi, m'écarter un petit peu. Évidemment, je vérifierai mon angle mort aussi avant, mais je vais pouvoir m'écarter et prendre la voie de gauche pour lui faciliter son insertion, d'accord? Dès que je peux faciliter l'insertion des autres, je n'hésite pas. Donc, quel est le meilleur comportement? Je change de voie. Réponse B. Question 39. Je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit que sur cette route, il y a un panneau qui nous dit que les piétons sont interdits. Mais on a un autre panneau, là le panneau temporaire, qui nous dit qu'il va y avoir des travaux. Donc les travaux sont faits forcément par des hommes. Donc on peut très bien rencontrer des piétons, exceptionnellement. Donc je risque de rencontrer des piétons? Oui, réponse A. Question 40. Je peux circuler avec les feux de position accompagnés des feux de brouillard avant? Réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Concernant cette photo, on voit que nous sommes en agglomération. Donc la règle c'est en agglomération, qu'est-ce qu'on peut mettre? Quand on est en agglomération éclairée comme ici, on voit les lampadaires d'allumés, on a le droit de mettre 2 choses possibles. On a le droit de mettre les feux de position, qui eux servent seulement à être vus, et on a aussi le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de route, eux, ne sont pas autorisés parce qu'il y a des lampadaires d'allumés. On peut les mettre n'importe où, mais à condition qu'il n'y ait pas d'éclairage et personne en face. Là, c'est pas le cas, donc je peux pas mettre les feux de route. Ok ? Les feux de brouillard avant, c'est seulement s'il y a du brouillard, de la neige, de la pluie, c'est pas le cas, d'accord ? Ou sur une route étroite et sinueuse en complément des feux de route. Donc ce n'est pas le cas non plus. Donc je ne peux pas mettre mes feux de position accompagnés des feux de brouillard avant. Les feux de position uniquement, oui, mais là je n'ai pas à mettre mes feux de brouillard avant. Donc c'était réponse B.